Ce matin, un accord qui n'existe pas encore a fait chuter le pétrole de 12%. C'est le résumé de cette journée, peut-être de la semaine entière. Les marchés ont pris une décision que les diplomates n'ont pas encore prise. Ils ont parié sur la fin d'une guerre que son principal négociateur qualifie lui-même de grande hypothèse. Et ce pari traverse maintenant chaque indicateur de l'économie mondiale, les taux européens, les billets d'avion, les salaires, l'emploi américain. Depuis le 28 février dernier, tout est connecté à un seul point de passage, pas métaphoriquement, mais littéralement. Le détroit d'Ormuz, c'est un cinquième du pétrole mondial. Et ce matin, il est toujours fermé. Et ce qui circule à sa place, c'est de l'information. Un mémorandum d'une page, des signaux contradictoires de Téhéran, une date butoir que Washington n'affiche pas, mais que Pékin a déjà intégrée et que l'Iran a commencé à contourner en construisant, pendant les négociations, un système de péage sur la voie maritime la plus stratégique du monde. Cette actu ce matin, et elles parlent toutes de la même chose, la guerre en Iran et ses ondes de choc, mais à 7 échelles différentes. Les marchés, la Maison-Blanche, la date butoir, Pékin, le détroit monétisé, la diplomatie chinoise, la BCE et le ciel aérien et la Réserve fédérale américaine. Lire l'une sans les autres, c'est n'en comprendre qu'une partie. Le fil conducteur est simple. Personne ne sait si la paix arrive, tout le monde s'y prépare ou s'en protège. Et ce matin, la différence entre les deux n'a jamais été aussi difficile à lire. Les marchés ont tranché avant les diplomates. Le Brent a chuté jusqu'à moins 12%, frôlant les $98 le baril avant de se stabiliser au-dessus des $100. Les actions mondiales ont bondi. Les rendements obligataires ont reculé. Le signal de paix a suffi, même incomplet, même conditionnel, même contesté à Téhéran. Car sur le fond, l'accord n'est pas signé. L'Iran examine la proposition. Trump affirme que les discussions ont été très constructives, alors que quelques heures plus tôt, sur son réseau Truth Social, il menaçait encore de relancer les bombardements et qualifiait d'hypothèse le fait que Téhéran accepte le cessez-le-feu. Rarement, un président américain aura semé le doute sur son propre accord dans le même message où il l'annonce. Le mémorandum d'une page déclarerait la fin de la guerre et ouvrirait 30 jours de négociations sur 3 axes, réouverture du détroit, levée des sanctions et limitation du nucléaire. Mais 3 exigences américaines martelées depuis le 28 février n'apparaissent nulle part. Il s'agit du programme de missiles iranien, le soutien aux milices régionales et les 400 kilos d'uranium enrichi quasi militaire déjà stockés. Benjamin Netanyahou a pourtant déclaré s'être accordé avec Donald Trump sur la nécessité de retirer tout cet uranium d'Iran, 2 alliés, 2 lectures du même contexte et l'allié le plus proche qui n'est pas dans la boucle. La pression politique est réelle et datée. L'essence américaine a franchi les $4,50 le gallon pour la première fois depuis 2022. Et dans 6 mois, je vous rappelle qu'il y a une échéance électorale extrêmement importante outre-Atlantique. Ce sont les midterms, soit les élections de mi-mandat. Et Donald Trump avait promis que les prix chuteraient à la fin de la guerre. Or, la guerre n'est pas finie et les prix continuent de monter. Sur le terrain, rien ne cède. Le blocus naval est maintenu. Dans la nuit, le CENTCOM a ouvert le feu sur un pétrolier iranien en violation du blocus. Les marchés ont parié sur la paix, mais derrière l'incohérence trumpienne, il y a une mécanique politique précise et une horloge dont Washington n'affiche pas encore l'heure. Cette heure, un ancien diplomate américain vient de la rendre publique. Donald Trump veut l'accord signé avant de monter dans l'avion pour Pékin. La visite en Chine est prévue pour les 14 et 15 mai prochains, soit dans un peu moins de 8 jours. Arriver avec la guerre terminée, c'est arriver en position de force. Arriver sans accord, c'est arriver en demandeur face à Xi Jinping. Ce n'est plus seulement une négociation de paix, c'est une séquence diplomatique calculée avec une date butoir que Washington commence à peine à afficher. Les contours de l'accord restent inchangés. Un document cadre d'une page, des pourparlers d'un mois, démarrant peut-être la semaine prochaine à Islamabad, et avec 3 sujets au menu, le nucléaire, les sanctions et le détroit. Les désaccords restent cependant profonds sur les limites d'enrichissement, sur les inspections et sur le calendrier. Trump
maintient une pression maximale. Il menace de bombardements à intensité supérieure si Téhéran refuse, tout en affirmant que l'Iran s'est engagé à ne pas se doter de l'arme nucléaire. Téhéran n'a pas confirmé. Et sur le terrain, eh bien, le conflit, lui, il déborde de son cadre bilatéral. Dans la nuit, Israël a frappé Beyrouth, ciblant un commandant du Hezbollah. L'Iran réitère son interdiction aux navires de traverser le détroit sans autorisation iranienne. Le Brent tient sous les $100, mais entre la date butoir de Trump, les lignes rouges de Téhéran et une frappe israélienne à Beyrouth, la semaine qui va s'achever sera très certainement décisive, peut-être encore plus que celle qui arrivera. Téhéran a compris la date butoir avant que Washington ne la rende publique. Et l'Iran n'a pas attendu pour chercher des garanties là où elle se négocie vraiment. Et non pas à Islamabad, mais sur l'eau, dans le détroit lui-même. En effet, pendant que Washington négocie la réouverture du détroit, l'Iran, lui, construit autre chose. Les gardiens de la révolution iranienne ont en effet instauré un nouveau protocole. Tout navire souhaitant traverser le détroit d'Ormuz doit désormais obtenir un permis de transit auprès de la marine iranienne et donc payer un péage. Ce n'est pas une mesure provisoire de guerre, c'est un mécanisme de contrôle permanent mis en place pendant les négociations conçues pour survivre à l'accord. La distinction est capitale. Rouvrir le détroit et contrôler le détroit sont deux choses complètement différentes. Washington négocie la réouverture, Téhéran, lui, négocie les conditions dans lesquelles il acceptera de percevoir des droits de passage sur la voie maritime la plus stratégique du monde. 1/5 du pétrole et du gaz mondiaux y transitaient avant le conflit. Chaque baril, demain, pourrait désormais avoir un prix iranien. La souveraineté sur le détroit n'est pas un point de négociation pour Téhéran, c'est le point de départ. Le mémorandum du SPACH peut déclarer la fin de la guerre, mais il ne pourra pas effacer le fait que l'Iran aura, pendant 3 mois de conflit, transformé un passage international en poste de péage souverain. Pour les assureurs maritimes, les armateurs et les importateurs d'énergie, ce détail, eh bien, il change tout. Puisqu'un détroit rouvert sous contrôle iranien n'est pas le même actif géopolitique qu'un détroit libre. C'est un nouveau régime et son coût réel reste encore à calculer. Et c'est précisément ce calcul que Téhéran est allé soumettre à Pékin. Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, n'a pas demandé à voir Wang Yi. C'est Pékin qui a convoqué le ministre iranien, ce qui en faisait d'ailleurs cette convocation la première visite en Chine depuis le début de la guerre. Et ce n'est pas un geste protocolaire, c'est un acte diplomatique délibéré, calibré à un peu moins de 7 jours exactement du sommet Trump-Xi Jinping. Et Téhéran n'a pas fait le déplacement pour échanger des politesses. L'objectif iranien était précis, obtenir des garanties avant de signer quoi que ce soit. Si l'Iran cède sur le détroit, est-ce que Pékin tiendra-t-elle sa position face à l'ONU? Xi Jinping fera-t-il des concessions à Trump susceptibles de fragiliser Téhéran? La Chine restera-t-elle un débouché fiable pour le pétrole iranien sous sanction? 3 questions existentielles, mais une seule réunion pour y répondre. Wang Yi a posé la position chinoise sans ambiguïté, cessez-le-feu global, réouverture du détroit dès que possible, droit iranien à l'usage pacifique du nucléaire, point adressé autant à Washington qu'à Téhéran. Mais en coulisses, le tableau est bien plus trouble. Selon des analystes du Pentagone, Pékin évaluerait en ce moment la livraison à l'Iran de systèmes de radar et de défense aérienne avancés. Or, si ces transferts se confirment, eh bien la Chine ne jouera plus seulement un rôle de médiateur, elle deviendra partie prenante armée. Le levier chinois est d'ailleurs documenté et massif. 1,38 million de barils iraniens achetés chaque jour, un partenariat stratégique de 25 ans, des vétos répétés au Conseil de sécurité et selon Washington lui-même, le programme de missiles balistiques iraniens a été construit avec de la technologie chinoise. Pékin n'est pas extérieur au dossier, il en est une infrastructure. Le sommet des 14 et 15 mai prochains sera le premier déplacement d'un président américain en Chine depuis près de 10 ans. Or, pour la première fois, l'Iran sera au centre de la table. Si Trump et Xi s'accordent, chacun rentre avec une victoire. Mais la confiance entre toutes les parties reste, selon les experts, très, très faible. La Chine tient les fils pendant que les banquiers centraux, eux, comptent les semaines. La Banque centrale européenne a publié hier un chiffre rassurant et un avertissement qui l'invalide presque aussitôt. Les salaires négociés dans la zone euro progresseront de 2,6% en 2026 contre 3% en 2025. La modération est remarquable et doit être remarquée. Les syndicats
n'ont en effet pas déclenché la spirale que redoutait Francfort, à savoir l'énergie chère, donc des anticipations d'inflation, donc des revendications salariales et in fine une hausse des prix. Cette boucle prix-salaire, cette fameuse boucle prix-salaire ne s'est donc pas encore enclenchée. Mais Piero Cipollone, membre du conseil exécutif de la BCE, a dit ce que les chiffres ne disent pas encore. Je le cite, la situation actuelle s'éloigne de nos projections de référence du mois de mars. Ce n'est pas une nuance de banquier central, c'est un aveu. Le scénario sur lequel la BCE a fondé sa dernière décision de taux, eh bien ce scénario, selon les aveux de Cipollone, est déjà caduque. Les modèles internes de Francfort projettent dans un scénario défavorable une croissance des salaires à 4,6% fin 2026 et jusqu'à 5,8% au pic en 2027. Si les perturbations, évidemment, d'approvisionnement se prolongeaient au-delà de l'été. Le rendez-vous est dans 6 semaines. Ce rendez-vous, c'est juin. Or, pour la première fois depuis le début du conflit, une hausse des taux est explicitement sur la table. Ce qui rend la position de la BCE particulièrement inconfortable, c'est la modération salariale actuelle qui repose en partie sur la peur des licenciements, la peur de l'intelligence artificielle, une pression déflationniste réelle mais fragile, conjoncturelle, qui pourrait céder brutalement si l'inflation s'installait dans les anticipations. La Banque centrale européenne ne pilote pas l'inflation, elle attend de voir si le détroit d'Ormuz rouvre avant que les négociations salariales de l'automne ne commencent. C'est un pari sur le calendrier diplomatique et les compagnies aériennes, elles, eh bien, elles n'ont pas eu ce luxe, puisque pour l'une d'entre elles, l'attente a déjà pris fin. Spirit Airlines n'existe plus. La compagnie américaine à Bakou a annoncé samedi dernier la cessation définitive de ses activités, la victime directe, selon ses dirigeants, de la flambée des prix du carburant. Ce n'est pas un accident industriel isolé, c'est le premier effondrement visible d'une chaîne de conséquences qui va remodeler profondément les voyages de l'été 2026. Depuis le 28 février dernier, le kérosène a en effet bondi de plus de 80%. Résultat, 9,3 millions de sièges ont été supprimés entre juin et septembre sur les grands marchés mondiaux selon des données de Cirium. Qatar Airways, seul, retire déjà 2 millions de sièges. Emirates, 700 000, Etihad 450 000. Vous l'aurez compris, le hub du Golfe, plaque tournante entre l'Europe et l'Asie, est en train de se vider. Le chiffre qui résume tout cela, plus 24%. C'est la hausse des tarifs aériens intérieurs américains sur un an. Sur les vols internationaux, cette même hausse est de 16%. Sur certaines liaisons Europe-Asie, les prix ont même été multipliés par 5. 11% des passagers ont réservé plus tôt que prévu, non par enthousiasme, mais par peur des annulations et des hausses supplémentaires. Donc même si le détroit rouvrait demain, les dégâts sur les infrastructures énergétiques du Golfe se feront sentir pendant des mois. Les compagnies aériennes ne baisseront pas leurs tarifs de sitôt. Elles ont, selon un expert, une intuition remarquable pour comprendre ce que les voyageurs sont prêts à payer. Spirit Airlines est tombé en premier, mais pendant que le ciel se vide, l'économie américaine, elle, continue d'embaucher, ce qui place la Réserve fédérale américaine dans une position que ses propres membres ne savent plus comment qualifier. Le marché du travail américain a en effet envoyé hier un signal paradoxal. ADP a publié 109 000 créations d'emplois privés en avril, bien au-dessus des 84 000 attendus par le consensus et très très loin au-dessus des 61 000 du mois de mars. Les entreprises embauchent donc pas massivement, pas uniformément, puisque seule l'éducation, la santé et la construction portent l'essentiel de cette hausse, mais les entreprises américaines, elles embauchent. Le problème, c'est précisément ce dont la Fed n'avait pas besoin. Dans un contexte où l'inflation reste élevée, alimentée par les droits de douane et la guerre en Iran, un marché du travail solide retire à la Fed toute urgence à baisser ses taux. La semaine dernière, d'ailleurs, le FOMC a voté le statu quo, vous le savez. Or, 4 dissidents, ce qui correspond à un niveau inhabituel, dont 3 refusant explicitement que la Fed laisse entendre que sa prochaine décision serait une baisse. Ni récession franche, ni normalisation des prix. Les grandes entreprises américaines ont les ressources, les petites ont l'agilité. Par contre, les entreprises de taille moyenne, elles, ralentissent. La Fed est donc coincée dans cet entre-deux depuis 3 mois. Or, demain, le rapport officiel du Bureau des statistiques du travail dira si cette tendance tient. Wall Street attend 55 000 créations et un taux de chômage stable à 4,3%. Mais si l'accord iranien actuellement dans les tuyaux se confirme et fait chuter les prix du pétrole, la Fed aura enfin une porte de sortie. Si le Détroit reste fermé, par contre, si les salaires européens continuent de basculent à l'automne, et si d'autres Spirit Airlines tombent, cette porte
se refermera. Elle est entrouverte ce matin, mais personne ne sait de quel côté elle va s'ouvrir. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs vont être attentifs aujourd'hui, au-delà de la géopolitique et de la réponse iranienne à la proposition de pourparlers avancée par Washington. Eh bien, les marchés financiers seront attentifs à la macroéconomie, puisque ce sont les données en provenance d'outre-Atlantique, notamment sur le marché de l'emploi, qui seront scrutées de très près, Voilà donc pour ce que les investisseurs regarderont aujourd'hui. Regardons ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et les bourses européennes ont terminé en nette hausse, portées par l'espoir d'un accord entre Washington et Téhéran, susceptible de mettre fin au conflit déclenché le 28 février dernier. Le reflux du pétrole tombé sous les $100 le baril pour la première fois depuis avril a alimenté un fort mouvement d'optimisme sur les marchés. Les investisseurs ont salué les informations évoquant un rapprochement diplomatique entre les États-Unis et l'Iran autour d'un mémorandum de paix. La détente des rendements obligataires, le recul du dollar et la baisse de la volatilité ont également soutenu les actions hier. Les secteurs les plus sensibles à la conjoncture, c'est-à-dire les banques, l'automobile, les transports ou bien encore les loisirs, ont fortement progressé, tandis que les valeurs énergétiques ont reculé avec la chute du brut. Dans ce contexte, à Paris, le CAC 40 a gagné 2,94%, le DAX s'est attribué 2,24% et le FTSE a progressé de 2,15%. Notez que l'Eurostoxx 50 a bondi de 2,68%. Wall Street, de son côté, a prolongé le mouvement d'optimisme observé en Europe avec de nouveaux records sur les indices américains. La baisse du pétrole, alimentée par les espoirs de désescalade entre Washington et Téhéran, a soutenu l'appétit pour le risque tout au long de la séance. Les valeurs technologiques ont particulièrement tiré les marchés, portés par l'intelligence artificielle et les résultats d'AMD. Le fabricant de semi-conducteurs a bondi après avoir publié des perspectives solides, entraînant l'ensemble du secteur. Les investisseurs ont également été rassurés par la résistance de l'économie américaine, puisque, comme on l'a vu, l'enquête ADP a fait état de 109 000 créations d'emplois privés en avril, bien au-dessus des attentes du consensus, un chiffre qui éloigne pour l'instant le scénario d'un ralentissement brutal de la croissance américaine. Dans ce contexte, le Dow Jones a progressé de 1,24%, le S&P 500 de 1,46% et le Nasdaq de 2,03%. Enfin, les cours du pétrole ont enregistré hier une chute spectaculaire. Emporté par l'espoir d'un rapprochement entre Washington et Téhéran, le marché a réagi aux déclarations de Donald Trump, qui a évoqué de très bonnes discussions avec l'Iran et jugé très possible un accord entre les deux pays. Téhéran a de son côté examiné la proposition américaine et, selon plusieurs informations de presse, le projet prévoirait notamment une réouverture progressive du détroit d'Ormuz, point névralgique, vous l'avez compris désormais, du marché pétrolier mondial. Les analystes estiment cependant qu'un retour à la normale prendrait plusieurs mois, même en cas d'accord rapide. Les perturbations logistiques et les pertes d'approvisionnement continuant de peser sur les marchés cet été. Résultat hier, le Brent a perdu 7,83% à 101,27 $, tandis que le WTI américain a lui reculé de 7,03% à 95,08 $ l'unité. Notez qu'en séance, le Brent a même brièvement plongé sous les 97 $, accusant une baisse de plus de 12%. Nous allons marquer une première pause dans cette édition et juste après, nous retrouverons le Chronodax d'Éric Seban.